Jean-Pierre Danel, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, nous allons parler livres. Oui, avec plaisir. Et en tant qu'à la fois auteur, et puis quelques livres qui vous sont consacrés, mais en tant qu'auteur, il y en a quand même quelques-uns. Alors, ça va dans le domaine de la musique, Elvis, mais aussi la littérature, le théâtre avec Sacha Guitry, et puis les femmes aussi. Oui, je n'ai pas fait un livre sur les femmes, j'ai fait un recueil de citations qui sont toutes dans la même veine, c'est-à-dire qui évoquent les femmes. En fait, l'idée, c'était de rassembler des citations sur un très large panorama, aussi bien dans les origines que dans le temps, c'est-à-dire ça part de la Grèce antique jusqu'à des paroles de chansons d'aujourd'hui ou des dialogues de films. Et en fait, ce que je remarquais, c'est que quel que soit le temps et le lieu, il y a toujours le même profil d'incompréhension entre la jante masculine et la jante féminine. J'ai regardé aussi les citations des femmes sur les femmes, qui sont parfois encore plus rudes que celles des hommes. Alors, ce qui fait que vous avez consacré aussi un livre à Sacha Guitry, deux livres même, ouais. Oui. C'est votre côté Sacha Guitry? Alors peut-être, oui, mais en fait Guitry passe à tort pour un misogyne et qu'il n'était pas, parce que quand on regarde les pièces de Guitry dans le contexte de l'époque, il place les femmes au centre de tout et il leur donne une position très très moderne pour son époque. C'est-à-dire la plupart dans ces pièces sont des femmes qui sont autonomes, c'est-à-dire qui gagnent leur vie, qui travaillent, qui ne sont pas dépendantes de leur mari, qui ne passent pas leur vie à la maison à entretenir la maison ou à s'occuper des enfants. Elles ont des mœurs très libérées aussi, et en fait on s'aperçoit que la femme qui décrit en 1915, 1920, 1925, c'est la femme qu'on a connue à partir des années 70, quoi. Donc c'est très moderne, et donc il n'est pas du tout misogyne de ce point de vue-là. Par contre, il décrit souvent des situations conflictuelles dans les couples, et on confond parfois, on met dans sa bouche à lui les phrases et les citations qu'il a pu mettre dans la bouche de ses personnages masculins, qui sont par exemple cocus et qui se vengent des femmes. Alors évidemment, ça donne des choses très drôles. Sa vie est fascinante. Il a inventé des choses incroyables. Il a inventé la voix off au cinéma. Il a inventé plein de choses au théâtre, etc. C'était un homme brillantissime. Donc c'est très intéressant. Mais le réduire à quelqu'un qui ferait des petits aphorismes misogynes, ce serait vraiment pas juste. C'est bien plus profond que ça. Alors, on va revenir à ce dernier livre qui vient de sortir, Cordes sensibles, chez les auteurs du Monde. Donc c'est votre parcours, gros livre. Grand parcours, on va dire. À mon grand âge maintenant, fatalement, le parcours est long. Alors il y a un chapitre consacré qui s'appelle d'ailleurs Dans la famille Danel, je voudrais, la famille. Donc, alors papa, on va commencer par lui. Alors papa, Pascal Danel, c'est vrai que moi je suis né avec un papa chanteur, avec tout ce que ça a induit, c'est-à-dire que je le suivais en tournée, à les galas, à l'Olympia, je ne sais où, et puis les émissions de télé ou tout ça, donc j'ai assisté à tout ça. C'est vrai que ça a rendu ce monde-là palpable, concret pour moi. J'ai toujours admiré chez lui son sens de la mélodie. C'est toujours touchant de voir les gens reprendre ça en chœur, en France et ailleurs. Il a eu la chance que quelques-unes de ses chansons voyagent beaucoup. Un autre chapitre qui s'appelle Flashback dans les années 60. Les années 60, ça représente quoi pour Jean-Pierre Danel? Alors moi je suis né à la fin, je suis né en 68, mais je trouve qu'il y avait une liberté de ton et une espèce un bouillonnement de créativité assez incroyable. Le rock est déjà un peu digéré parce qu'il est arrivé au milieu des années 50, mais on commence à tendre vers le rock côté pop avec les Shadows et tout ça, puis les Beatles arrivent, révolutionnent tout, et il y a une grande liberté de ton, et ça se traduit, les Beatles ont changé le monde parce que ils ont donné une espèce de pulsion comme ça, de liberté, de création et d'amour par leurs chansons Beaucoup de leurs chansons portent sur l'amour, et on s'aperçoit que les gens ont changé de coupe de cheveux, les femmes ont mis des mini-jupes, tout a été bousculé. Après il y a eu toute la période hippie, toutes ces choses-là, alors sûrement parfois avec des excès et tout ça, mais les années 60 c'était quand même un bouillonnement de culture, de création, de liberté, et aussi d'art, ce qu'on appelle le pop art, c'est-à-dire l'art populaire, dans la peinture avec Warhol ou Liechtenstein, et que dans la musique avec les Beatles et les Beach Boys et d'autres, etc. Il y a eu un tas de phénomènes dans le cinéma, évidemment, avec la nouvelle vague qui est arrivée à la toute fin des années 50. Toutes ces choses-là sont des choses très créatives et qui sont également orienté vers le grand public. Ça parle à tout le monde. Et donc je trouve que les années 60, c'est vraiment intéressant, c'est un bouillonnement incroyable, quoi. Alors Jean-Pierre Danel, donc enfant baigné dans cet univers, bon élève à l'école? Alors, bon élève, sauf en maths à partir de la fin du collège, mais ouais, bon élève, je voulais être paléontologue quand j'étais petit. Et puis, j'ai découvert la guitare avec les Shadows quand j'avais 10 ans et je me suis orienté vers ça. Donc, découverte sous un autre angle du monde du showbiz.
et que vous interprétez dans un chapitre showbiz, comme la bise. Alors on ne sait pas si c'est la bise le vent ou si c'est la bise... Non, parce que tout le monde se fait la bise. Non, c'est le truc qu'il y a dans le... En fait, dans ce petit milieu-là, comme ça, qui est à la fois grand et pas si grand que ça, comme on a une communauté de situations, on va dire, quand on rencontre quelqu'un même qu'on n'a jamais vu mais qui est dans cette profession, tout de suite on se tutoie, on s'embrasse, on fait comme si on était les meilleurs potes depuis toujours. Et ça n'est pas hypocrite, c'est sincère parce qu'on reconnaît en l'autre quelqu'un qui a un parcours dans le même univers que soi, même si l'autre peut être beaucoup plus... Et du coup, ça crée un lien qui est sincère, mais qui a par contre comme défaut de s'arrêter généralement à partir du moment où on ne se croise plus. C'est-à-dire qu'on va être les meilleurs amis du monde avec un artiste à qui on va enregistrer un duo, par exemple, et pendant 15 jours, on répète, après on enregistre, après on tourne un clip, puis ensuite on fait de la promo télé, on est les meilleurs potes, on s'appelle 4 fois par jour. Puis après ça va être fini, et lui va partir sur son prochain album, et puis moi sur le mien, et puis on va plus se voir ou se parler pendant 3 ans. Et quand on va se revoir au bout de 3 ans, c'est comme si on s'était quitté la veille, quoi. Donc c'est ce côté un peu proximité qui peut paraître superficiel, qui peut l'être parfois, mais qui n'est pas toujours, et pas tant que ça. Et donc voilà, bon, j'avais appelé le chapitre showbiz avec ce petit jeu de mots à cause de ça. Ouais. Alors il y a des choses dans ce livre aussi très personnelles. Il y a un chapitre Marie, un chapitre Philippines. Ma femme et ma fille. Oui. Voilà. Bah oui. Alors ma femme n'est pas du tout dans le métier, oui, dans ce métier-là du moins. Non, elle fait un métier beaucoup plus sérieux admirable et respectable. Elle est chirurgienne, donc ça rigole pas du tout. On a à la fois plein de choses en commun et plein de différences. Donc plein de choses en commun parce qu'on a souvent les mêmes goûts, la même vision des choses, plein de différences parce qu'effectivement, quand elle me raconte les choses de son métier, c'est tellement autre chose que ce que moi je peux lui raconter, c'est enrichissant pour les deux. Et donc voilà, elle est super, ça fait 10 ans qu'on est ensemble maintenant et on a fait une très belle petite fille, Philippine, qui a aussi 2 grands frères, 2 grands garçons que Marie a eu de son côté, et avant qu'on se connaisse, et voilà, et donc ça fait une belle famille, et c'est vraiment ce qui prime. Moi, je passe plus de temps à être papa qu'à être guitariste ou producteur. Je le suis, mais la priorité, c'est Philippine, parce qu'elle est petite encore, elle a 8 ans, et il y a tellement de choses à partager, à découvrir. Enfin, moi, je suis émerveillé tous les jours. Alors, chez vous, il y a plein d'animaux. Ouais. Philippine adore les animaux, et vous êtes végétarien, et c'est une histoire non pas de magicien, mais de lapin. Oui. Quand j'avais 5 ans, j'étais avec ma maman, on se promenait, on allait faire les courses pour Noël. On est passé devant une boucherie où j'ai vu des lapins dépecés, avec le sang qui goûte, là, etc. Et ça m'a beaucoup choqué. J'ai réalisé, j'étais tout jeune encore, j'ai réalisé à ce moment-là que pour avoir de la viande, on tuait des animaux. Ça ne m'avait pas encore frappé. Et j'ai dit à maman, c'est terminé. J'avais 5 ans. Et j'y suis plus jamais revenu. J'ai pu manger d'animaux. Ça se passait très mal à l'époque en France. Végétarien dans les années 70, c'était vraiment compliqué. On passait pour un emmerdeur d'abord et pour un fou furieux ensuite. Bon, moi je ne suis pas militant, je ne suis pas prosélyte non plus, je n'attends pas que les gens deviennent tous végétariens, je ne manifeste pas, je ne me viendrait pas l'idée d'agresser les boucheries ou les gens qui mangent de la viande, vraiment pas. Moi, c'est ma vision des choses. Je préfère voir un lapin dans les champs que dans une assiette, quoi. Alors, dans ce livre, dans ces souvenirs aussi, de cette forme de biographie, vous parlez un peu du monde social, pas vraiment politique. Il y a un chapitre consacré à François Mitterrand parce que vous étiez ami de la famille Mitterrand, mais aussi vous abordez des mouvements comme MeToo et des événements un petit peu aujourd'hui. On va parler un petit peu parce que ça fait partie de l'univers. D'abord, ça fait partie du monde dans lequel on vit maintenant. Absolument. Et j'ai aucune prétention de donner un point de vue qui apporterait quelque chose au débat. C'est juste que dans ma profession, comme j'imagine beaucoup de gens dans beaucoup de professions, j'ai assisté à des choses qui étaient franchement pas très reluisantes. Et ce qui m'a fait un peu bizarre, c'est qu'à une époque, il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans, quand on parlait de ces choses-là qu'on avait vues, ça faisait rire tout le monde en fait, ça choquait personne. Fort heureusement, aujourd'hui, il y a des réactions beaucoup plus véhémente et j'espère que ces choses-là vont tendre à disparaître, ce serait bien. Il ne faut pas qu'il y ait d'excès non plus et dénoncer tout le monde et n'importe qui, mais c'est vrai qu'il y a des choses évidemment inacceptables et je trouve qu'elles ont été acceptées pendant trop longtemps et moi j'ai vraiment le souvenir d'avoir parlé de choses qui m'avaient vraiment gêné, voire choqué, et j'étais pas le seul, hein, je ne dis pas que j'étais le porte-drapeau de quoi que ce soit, mais j'en ai parlé. Ça faisait rire, tout le monde s'en foutait, ah ouais, le tir, il est gonflé, voilà. Mais voilà, et il n'y avait aucune réaction de rien, et visiblement
on ne pouvait rien faire. Heureusement aujourd'hui, on peut faire, les femmes peuvent se défendre, et c'est bien, et il faut. Et moi je suis papa d'une petite fille, donc j'ai pas l'intention que ce monde-là perdure. Jean-Pierre Danel, j'aimerais qu'on parle de culture. Il y a d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle « Et la culture », ce qui laisse quand même penser que vous ayez un peu de doute sur la place de la culture aujourd'hui. Je pense que la culture, c'est vraiment la base de l'éducation, notamment des enfants et des jeunes. C'est ce qui peut permettre qu'ils aient un peu de discernement dans la vie. Et c'est Victor Hugo qui disait quand on ouvre une école, on ferme une prison. Et alors c'est peut-être un petit peu caricatural comme ça, mais en fait c'est vrai, c'est-à-dire que si les gens ont de la culture, ils ont une vision du monde qui est beaucoup plus équilibrée. Ils ont du discernement, ils savent que voilà, c'est pas parce que, je sais pas, moi, on ne connaît pas la culture de un tel qu'il est dangereux, ou ils savent, enfin voilà, ils arrivent à peser les choses dans une certaine réalité et avec une certaine objectivité. On va revenir à des choses un petit peu plus légères, si l'on peut dire. Souvenir. Dans mon métier ? Dans votre métier, oui. Dans mon métier, la chose qui m'a le plus touché, on va dire, c'est une chose que je raconte dans le livre. J'ai appris la guitare avec les morceaux des Shadows, que j'ai découvert quand j'avais 10 ans. Ce qui fait que dans les spectacles que j'ai pu faire, je leur rends hommage à un moment donné, parce que ce que je fais moi, et il y a sans doute un petit lien, enfin sans prétention, mais une petite filiation de ce genre-là. Et un jour, je suis sur la scène de l'Olympia, j'avais été invité pour un spectacle avec plein d'artistes, on était une douzaine d'artistes, c'était un spectacle caritatif, j'étais merveilleusement entouré, il y avait Véronique Sanson, il y avait Vianney, enfin c'était très chouette là, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et je suis sur la scène de l'Olympia, chacun joue des morceaux à soi, fait des reprises, participe aux morceaux des autres, c'est une espèce de spectacle où chacun se rejoint comme ça, les uns avec les autres. Et à un moment donné, je joue Apache des Shadows. Et pendant que je joue Apache des Shadows, je réfléchis et plutôt l'idée me vient que 36 ans plus tôt, je crois, j'étais dans cette salle avec mes parents pour voir un spectacle des Shadows, j'avais 10 ans et demi. Évidemment, les Shadows jouaient entre autres tubes qu'ils ont nombreux et jouaient Apache. Donc je pense à ça. Et au moment où cette idée me vient, je réalise qu'avec mes parents, 36 ans plus tôt, j'étais assis en face de la scène, au premier rang du balcon, au milieu. Et quand je pense à ça, je réalise que ce soir-là, assis là au balcon, au premier rang, au milieu, c'est ma fille qui est là. Et ça m'a... Je me suis dit, la vie est un tourbillon, en fait. Voilà, ça m'a touché, quoi. Ça m'a beaucoup touché. Un jour, j'ai fait plusieurs duos avec Hank Marvin, le guitariste des Shadows, et il est venu chez moi plusieurs fois, à Paris ou à la campagne. Et une fois, quand il est venu à la campagne, avec sa famille, je lui ai montré la guitare d'enfant que j'avais quand j'avais 10 ans, avec laquelle j'avais appris à jouer en écoutant ses disques, en écoutant les disques des Shadows. Et il a pris la guitare, il a joué dessus. J'ai fait une photo, et je me suis revu petit garçon. Si quand j'avais 10 ans, on m'avait dit cette guitare là sur laquelle tu joues en écoutant les disques de ce groupe, dans 35 ans, il va venir chez toi et il va jouer lui sur cette guitare, je ne sais pas ce que j'aurais pensé, j'aurais été complètement bouleversé, je pense. Et ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont des petites choses un peu indicibles, mais c'est ça qui reste à l'arrivée. Alors, il y a quelqu'un qui vous a un petit peu devancé en publication de livres, qui s'appelle Thierry Rousset. Qui a publié donc Jean-Pierre Danel, Guitare Héros Made in France, la biographie, c'est aux éditions Armotion. Quand vous avez vu ce bouquin, vous vous êtes dit, mais... J'étais inquiet, en fait. En fait, j'ai su un petit peu avant que le bouquin allait exister. Moi, je n'étais pas du tout partie prenante du bouquin. Il a fait le livre dans son coin, comme on fait souvent. Les gens pensent toujours que les biographies, les gens vont contacter la personne, pas fatalement, parfois oui, et parfois non. Ça peut se concevoir, hein. Les gens veulent peut-être garder la mainmise sur leur truc, ça peut se concevoir. Mais j'étais un peu inquiet en fait, j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit écoute, si quelqu'un voulait, je sais pas moi, te rendre ridicule, il aurait plus vite fait d'aller sur un forum sur internet que de publier un livre, donc bon, faut peut-être pas t'affoler. Et quand le livre a été annoncé, j'ai vu, vous savez, sur les plateformes de vente, il y a le texte de la 4e ou un résumé, bon voilà. Bon, j'ai vu que ça avait l'air plutôt gentil en fait. Et voilà, donc moi j'ai trouvé que ça m'a touché que quelqu'un se donne la peine de faire un bouquin. Le bouquin est assez complet et surtout assez... Il n'y a pas d'erreur, c'est ça que je craignais. J'avais peur que par exemple, je sais pas moi, j'ai écrit une chanson avec Michael Jones, s'il avait écrit que j'ai écrit
tout seul, je dis Michael se serait vexé peut-être. C'est ce genre de choses-là dont j'avais peur, et il n'y a pas ce genre d'erreur, parce qu'il a bien fait son travail. Après, c'est toujours un peu curieux de lire sa vie dans les mots d'un autre, quoi. Et je ne sais pas si c'est tellement passionnant, mais c'est touchant, voilà, je ne sais pas s'il nous regarde, je le remercie, mais c'est touchant. J'étais content une fois que j'étais rassuré. Je reviens sur le vôtre, Corde sensible, donc je rappelle les éditions, Les Auteurs du Monde. Beaucoup de photos aussi dans ce livre, et puis beaucoup de références discographiques, bibliographiques. Vous avez tout mis jusqu'à aujourd'hui, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon éditeur, quand je préparais Corde sensible, a été très ennuyé par la sortie du livre canadien, là, québécois, pas canadien. Parce qu'il m'a dit, s'il a déjà tout mis dedans, c'est un peu ennuyeux. Bon, heureusement, avec les histoires de confinement, etc., mon livre a été décalé, il est arrivé 1 an et demi après, et non pas comme c'était à la base. En même temps. Ouais, ils auraient dû se télescoper un peu. Ça n'a pas été le cas, du coup, c'était plutôt mieux. Et il m'a dit, écoute, il a mis un cahier photo assez riche, etc. On ne peut pas faire moins. Ça serait dommage que ton propre livre soit moins bien que celui de quelqu'un d'autre sur toi. Donc, on a un peu augmenté comme ça les photos. Donc, j'ai choisi des photos qui racontaient quelque chose, c'est-à-dire des moments qui, moi, m'ont touché, même si c'était peut-être pas toujours des choses très publiques. Par exemple, quand j'ai enregistré à Abbey Road, le studio où enregistrait les Beatles et tout ça, pour moi c'était une émotion. Alors on voit une photo dans un studio, en soi c'est pas extraordinaire, mais pour moi ça signifie quelque chose, quoi. Jean-Pierre Danel, donc je rappelle Corde sensible, votre livre donc aux éditions Les Auteurs du Monde, sans oublier bien sûr le dernier album. Le dernier album, oui, c'est Hats Off to the Boys, c'est le vinyle qui est là. En fait, c'est un combo vinyle, CD, DVD, enfin on peut choisir, acheter sans le vinyle aussi. Et c'est un hommage aux Shadows. J'ai voulu les remercier un petit peu parce qu'ils sont à l'origine de mon choix pour ce métier. Et donc j'ai fait un album qui est à la fois, il y a des reprises de leurs grands standards à ma façon, il y a des morceaux à moi qui sont dans une certaine filiation, on va dire, et j'ai fait 3 duos avec Hank Marvin, qui est le guitariste des Shadows, un duo sur un titre à eux, un grand standard qui s'appelle Nivram, et 2 titres que j'ai composés et qu'on enregistre tous les deux. Et donc voilà, donc c'était vraiment un coup de cœur, quoi. Je suis heureux parce que je sais que les fans des Shadows ont apprécié le geste et j'espère le disque. Donc ça m'a touché que ces gens qui aiment ce groupe que j'aime soient contents du résultat, quoi. Donc c'était vraiment une histoire encore une fois, une histoire d'affect, en fait. Et puis bien sûr, donc disque d'or. Le disque d'or, alors il y a Hats Off to the Boys qui vient d'être certifié disque d'or là il y a quelques jours, on ne me l'a pas encore remis, mais ça arrive. Et celui d'avant, qu'on m'avait remis il y a quelques temps, là c'était Guitar Story, qui est un DVD, c'est un show télé dans lequel il y a une douzaine de morceaux qui s'enchaînent avec un petit scénario, un petit fil rouge qu'on fait avec Michael Jones, avec qui je fais un duo, et dedans il y a un duo avec mon papa, avec en guest ma fille Philippine qui joue le tambourin. En fait, on a repris une des toutes premières chansons de mon père, ça s'appelait Je m'en fous, un de ses premiers succès en 65. On en a fait une nouvelle version, et donc on a les 3 générations, il y a mon père, moi, et au tambourin pour de vrai, sur le disque vraiment, et dans la vidéo, ma fille Philippine. Alors c'était mignon qu'on soit tous les 3, c'était marrant, et puis alors en plus, quand c'est sorti, elle avait 6 ans. Elle a eu son nom au top 50 à 6 ans. Je dis, à part Jordi, peut-être, je pense que c'est une des plus... Donc ça m'a fait rire, quoi. Merci Jean-Pierre. Merci à vous.